Tirer sur des écoles, c'est grave. C'est pas le Québec, ça, là. On tire pas sur les écoles au Québec, là. Ce que je tiens à dire, c'est que tout ça, c'est absolument inacceptable, puis que c'est pas ça, Montréal. Oui, c'est terrible ce qui se passe au Proche-Orient, mais il faut pas importer ça ici, chez nous. C'est pas ce qu'on veut, mais manifestement, on assiste à une forme d'exportation du conflit israélo-palestinien chez nous. Différents gestes disgracieux, une montée de la haine là, qui commence à inquiéter suffisamment les élus pour qu'ils soient nombreux à lancer des appels au calme aujourd'hui. Nos analystes ont beaucoup de choses à dire là-dessus. On va y consacrer le premier bloc de notre joute. Paul, Mario, Emmanuel, bonsoir à vous. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, des événements qui ne nous ressemblent pas, hein, de fait, ça commence à être troublant et inquiétant, Mario. Oui, absolument. Hier, d'une certaine façon, on pourrait dire ils l'ont pas écouté, là, mais Justin Trudeau, moi, je suis plus porté à dire Justin Trudeau, ses instincts politiques, peut-être de l'information aussi qu'il reçoit des agences de renseignement. Là, lui, il est le premier ministre, il est en haut de la pyramide. Toutes les informations remontent à lui. Mais il avait déjà hier fait ses appels au calme, un discours senti. On en avait parlé ensemble hier. Et donc, c'est comme s'il voyait venir les coups. En même temps, ça va peut-être en prendre plusieurs appels et des gestes. Parce que je pense que c'est ça. Il y a l'appel au calme des leaders. Mais ça donne aussi une impulsion aux forces policières pour dire, parce que je pense qu'on a toléré les manifestations dans les rues. Les policiers disaient, regarde, il n'y a pas de vitrine de cassée, tout va bien, on contrôle les manifestations. On a laissé passer un peu de discours haineux. Alors là, il y a comme maintenant une nouvelle autorisation à la police d'agir, d'être un peu plus musclé dans leur approche. Là. On va serrer la vis un peu, Paul. Oui, parce que c'était drôle. Il fallait entendre encore Justin Trudeau et François Legault là, qui étaient côte à côte à Longueuil aujourd'hui. Et les deux, on le sentait, ont lancé, au fond, un appel. Ils ont mis beaucoup d'eux-mêmes dans cet appel au calme. Et puis, on voyait M. Legault, M. Trudeau aussi, encore une fois, pour une deuxième journée. C'est sans doute le Trudeau que les gens apprécient, qui l'ont amené au pouvoir, qu'on voit depuis 48 heures. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, ils ont rempli leur rôle de chef de gouvernement, mais il faut que ça aille plus loin que ça, éventuellement. Une question de déploiement policier et les autres questions par rapport aux exactions dont on a été témoin depuis quelques jours. Oui, c'est sûr que moi, je pense pas que ces appels au calme vont être entendus par les gens qui sont déjà radicalisés et qui sont capables d'aller lancer des cocktails Molotov sur une synagogue puis tirer une balle dans une école, là. Mais la réalité, c'est que ces tensions-là autour de ce conflit-là, ils transcendent les militants radicaux violents. On les voit, on les sent dans les milieux de travail, dans les écoles. Ils touchent tout le monde au Québec. On a tous des collègues, on a tous des gens qui nous racontent des histoires autour de ça. Et donc, cet appel au calme, il s'adresse aussi beaucoup à monsieur, madame, tout le monde, à la majorité silencieuse, qui n'est pas dans les manifs, qui n'est pas dans les appels à la haine sur Twitter, mais qui est confrontée à ces tensions-là dans son milieu de travail, justement parce que la tragédie qui se déroule là-bas interpelle tout le monde. Et à ce chapitre-là, il est doublement important. Ça passe par une vigilance aussi par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on rapporte, ce qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux. Mario, est-ce qu'on doit élargir cet appel-là? Je pensais à ça ce matin aux recteurs, aux profs, mais aux leaders religieux aussi. Est-ce que ce serait imaginable des leaders côte à côte, palestiniens, israéliens, qui marchent dans les rues et qui lancent un appel au calme à tout le monde? Ça s'est un peu fait en France, là, avec l'imam, l'un des imams importants de Paris. Oui, je pense que ça pourrait se faire. En tout cas, certainement, parmi ceux là, dont on pourrait attendre un leadership positif, il y a les profs d'université. Moi, de tout ce qu'on vient de dire comme discussion, là, je suis obligé de mettre dans une classe à part ce prof d'université, de l'Université de Montréal, qui est un prof d'histoire. Chargé de cours, qui est chargé de cours, mais qui est un enseignant. Là, comme professeur, est censé donner aux jeunes une réflexion, une perspective, et qui est rendu à l'Université Concordia, dans une autre université, à propager des propos, mais d'un racisme
invraisemblable à l'endroit des étudiantes juives. Je veux dire, ça, c'est le suprême de l'inacceptable comme comportement. Et c'est là, Mario, quand tu le racontais là, un peu plus tôt, quand il a dit à une étudiante juive, retourne en Pologne. Il faut comprendre la connotation, la signification de ça. Quand tu dis ça à une juive, il faut connaître la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration, ils étaient où? On ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est ce que cet individu avait à l'esprit. Et en voilà des exactions. Ouais. Je reviens au docteur Sabat aussi. Bon, on parle, oui, des profs d'université, mais ce médecin cardiologue, ce qu'il a écrit sur sa page Facebook était tout aussi répréhensible et épouvantable. Mais le cas de ce chargé de cours aussi, je pense, met le doigt sur un proverbial bobo. Là. On parle de l'intervention des forces policières qui soient plus vigilantes, plus sévères probablement dans les manifestations. Ce chargé de cours-là, si on va voir son fil Twitter, a célébré les attaques du Hamas le 7 octobre. Le 8 octobre, il a mis des posts sur Twitter où il applaudit les techniques d'infiltration du Hamas. Moi, dans mon livre, là, ça s'appelle « L'apologie du terrorisme ». En France, quelqu'un qui publie ça aurait été arrêté. La loi au Canada a une définition beaucoup plus restreinte de l'apologie du terrorisme, où en vérité, il faut en appeler aux actes terroristes avec une intention de commettre pour justifier des sanctions pénales. Alors, à un moment donné, dans un climat où ça dégénère comme ça, il va falloir aussi réfléchir à nos lois au Canada. C'est ce que peut faire le législateur. Et peut-être vérifier son plan de cours. Je serais curieux de voir ce qu'il a enseigné au cours des dernières semaines. Je serais curieux de revoir les vidéos de ce qu'il a enseigné et de ses cours. Peut-être qu'on ferait le saut. Hein? Il y a des solutions extrêmes que François Legault se dit, mais pas de côté. Là. On l'écoute quelques secondes. Il n'y a rien d'exclu. Évidemment, on suit aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qui s'est passé en France dans les dernières semaines. Ce que je souhaite, c'est que les gens puissent quand même continuer d'exprimer leur opinion, mais sans faire d'appel à la haine, à la violence. Mario, est-ce qu'on doit céder à la tentation d'interdire les manifestations pour un temps? Non. On est une société libre et démocratique. On dit qu'on ne veut pas importer ça chez nous, les conflits extérieurs. Je pense que la ligne est bien tracée. Les gens, le droit de manifester existe. Le discours haineux est interdit. Pour l'instant, on n'a pas d'indication que nos forces policières ne sont pas capables de tracer cette ligne-là puis de la maintenir. Bien. On prend une petite pause. Au retour, les élus de l'opposition ont tiré, mais à boulet rouge sur le gouvernement Legault à la suite de sa volte-face dans le dossier du tramway à Québec dont on s'est parlé hier. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Une nouvelle qui mélange politique et cocktail. Je me suis dit que ça t'intéresserait ce jeudi soir, Mario, soir de l'apéro. Oui, mais les cocktails sont plus populaires que la politique ces années-ci. Ces années-ci, oui, puis on en a peut-être plus besoin aussi, diraient certains, Mario. Et là, on se retrouve au Wisconsin, Mario, où il y a eu aujourd'hui une résolution bipartisane qui a été amenée là, dans la Chambre des représentants de l'État du Wisconsin. Évidemment, là, c'est pas une loi, donc c'est vraiment une résolution. Puis quand on dit c'est bipartisan, et les républicains et les démocrates ont proposé tout ça pour faire quoi? Une résolution qui fait du brandy utilisé dans le Old Fashioned le cocktail officiel de l'État du Wisconsin. Parce que toi qui connais bien les cocktails, Mario, un Old Fashioned, qui est un type de cocktail, mais ça se fait habituellement avec du whisky. On s'entend? C'est du whisky qui est utilisé à l'intérieur. On rajoute à ça un bitter, donc une espèce d'amer, du sucre, une petite slice d'orange dedans qu'on peut inclure, des fois des petites cerises, et hop, vous avez un Old Fashioned. Mais semble-t-il qu'au Wisconsin, contrairement à tous les autres États des États-Unis puis partout ailleurs dans le monde, mais eux font ça avec du brandy. Pourquoi ils font pas avec du bourbon? Mais c'est étrange comme ça, mais semble-t-il parce que le bourbon, c'est le whisky américain. Mais c'est plus du Kentucky, pas tellement du Wisconsin, mais enfin. Ben exact. Puis tu vois, c'est pour ça que, d'ailleurs, t'as bien vu, dans ces États-là, l'Alabama puis la Virginie, par exemple, eux, c'est leur alcool officiel, c'est le bourbon, par exemple. C'est le bourbon, c'est le whisky. Mais semble-t-il qu'au Wisconsin, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, des distributeurs d'alcool du Wisconsin sont tombés sur
une planque où on avait caché, pendant les années de prohibition aux États-Unis, où on avait caché 30 000 barils de brandy de haute qualité. Puis à l'époque, le whisky qui se vendait dans les années d'après-guerre, tout de suite après, c'était rationné, puis c'était du whisky de marde. Dans le fond, là, on va le dire comme cheap. Ça. Là, du whisky cheap, pas bon. Puis quand ils ont trouvé qu'il y avait du bon brandy. Ça s'est vendu comme et des donc, le brandy est resté populaire dans l'État. Il est resté populaire dans l'État, puis c'est avec ça qu'on faisait des old fashioned dans l'État du Wisconsin. Et donc, là, c'est un débat qui s'est tenu pour passer, donc, comme alcool officiel, mais comme ce n'est pas une loi en tant que telle, un projet de loi, mais ça ne peut pas devenir officiellement un symbole de l'État. Parce que le lait est le breuvage officiel du Wisconsin. Et on a là-bas le Kringle, comme la pâtisserie officielle. Kringle, c'est une espèce de pâtisserie européenne, semble-t-il. Et c'est le maïs, le grain officiel de l'État. Mais on peut pas dire maintenant que le Old Fashioned Brandy est officiel. Il faudrait qu'il y ait une signature du gouverneur. Il faudrait qu'il y ait des auditions publiques aussi, des audiences publiques, pour être capable d'entendre là-dessus, mais bon, j'ai jamais essayé avec du brandy Mario Old Fashioned. Non, mais un jour, il faudra que j'aille vérifier tout ça en allant voir les Packers à Green Bay. Oui, ça risque d'être un projet qui va te plaire, ça, Mario. Merci, Alexandre. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Je pense que le gouvernement du Québec a saboté les efforts de ma communauté hier. Ils veulent plaire à tout le monde, ils font rien. Le caucus de Québec, de la coalition de l'Avenir Québec, là, s'est rendu la coalition pour l'atrophie de Québec. On parle du dossier tramway à Québec qui a été sérieusement recadré par le gouvernement Legault hier. Députés solidaires, ministre Duclos, ils n'ont vraiment pas mâché leurs mots. La nouvelle nous est arrivée au visage hier, là, comme un TGV. À cette heure-ci, vous avez brillamment commenté à chaud, mais bon, 24 heures plus tard, avec un petit peu de recul, vos coups de fil, comment vous voyez la décision du gouvernement et la réaction du fédéral? Allons-y. Au niveau du fédéral, il y a un paradoxe parce que Justin Trudeau était questionné quelques minutes après les propos de M. Duclos. Et Justin Trudeau, le chef du gouvernement, le patron de M. Duclos, avait l'air à dire, pas de problème, c'est la Caisse, et la Caisse a un projet, on va être là. Alors que M. Duclos, il faut dire qu'il est député du coin qui aurait profité le plus du... Jouait à bon cop, bad cop. Peut-être. Je ne sais pas si c'était orchestré ou c'était la Ligue nationale d'improvisation, mais en tout cas, il faudrait qu'il organise un débat entre les deux pour comprendre. Mais c'est quand même pas rien. Là. Hier, en direct, on assistait au fond, François Legault, un peu comme a pris le contrôle du cockpit d'un Boeing 747 qui était sur le point de lever de terre au bout de la piste et a décidé d'arrêter l'avion. Il restait encore que quelques mètres avant la fin de la piste, justement, mais il y a quand même une feuille. Et là, tous les éléments sortent, y compris 547 millions de dollars qui ont déjà été investis dans le projet de travaux. Oui, on entendait les gens tout à l'heure dans le reportage. Est-ce qu'on a jeté tout ça aux poubelles? Bien, c'est la question qu'on se pose parce qu'objectivement, on comprend pas trop. C'est difficile de se trancher parce qu'on ne sait pas c'est quoi le mandat de la Caisse. Est-ce que le mandat de la Caisse, c'est vraiment de regarder précisément si on peut faire le tramway différemment, le financer? Est-ce que c'est de retourner à la table à dessin? Est-ce de faire une boucle avec un troisième lien? C'est encore un peu pas mal alambiqué, cette affaire-là. Moi, je me pose la question, il y a un réel risque politique pour le gouvernement Legault, un peu comme à l'époque du troisième lien, c'est qu'il est en train de devenir le gouvernement de l'immobilité durable à une époque où les gens ont soif de solutions pérennes, importantes, ambitieuses pour le transport en commun. Ouais. Et Mario, le maire Marchand a l'air de quoi aujourd'hui? Là? Tu fais référence, là, Paul, une espèce de tutelle symbolique pour lui. Là. Comment tu vois ça? Ben, il a l'air... c'est sûr qu'il... Il a l'air du gars qui s'est fait dire non. Il a l'air... Parce que l'autre problème, c'est que lui, il arrive à la moitié de son mandat. Puis il a l'air de quelqu'un qui va arriver avec un mince bilan aussi, parce que lui, il faut qu'il pense à ça. Qu'est-ce que tu as réalisé? T'as beau dire c'est la faute de l'autre, j'ai rien réalisé. Mais, tu sais, la question que ça soulève, c'est la conférence de presse qu'il a fait il y a 2 semaines. Où il a dit, moi, je m'embarque, là, puis 8 milliards et demi, puis je vais devenir maître d'œuvre. Était-il autorisé, ou ce qui était logique, d'une certaine façon, de faire ça? T'sais, est-ce que tu annonces quelque chose comme maire quand t'as pas les moyens, quand t'as pas attaché tes ficelles avec le gouvernement du Québec?
C'était une drôle d'affaire. Il s'est mis dans une drôle de position. Mais tu sais, tout le monde paraît mal. Et le député Sol Zanetti de Québec solidaire mettait le doigt sur le bobo pour la CAQ. Les gens de Québec sont des gens fiers. Et là, la CAQ a plus de projet pour Québec. Tu sais, t'as beau dire, ça, c'est un projet que le monde n'aime pas, puis l'autre coûte trop cher. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais là, vous faites quoi pour Québec? Pour une région fière, pour une région qui veut avoir sa part du gâteau, qui veut exister au Québec. Dans 6 mois, la Caisse a une obligation de résultat. On verra ce qu'ils vont proposer. Mais parce qu'il faut regarder objectivement quelle était la situation. Moi, je suis pas sûr que le maire Marchand, au fond de lui-même, n'est pas un peu soulagé. Parce que c'était un saut dans le vide. Pas sûr que le parachute aurait réussi à ouvrir en plein vol. Et là, c'est la faute du gouvernement. Ça sera plus lui le responsable si jamais le projet ne se fait pas. Et puis, politiquement, je suis pas sûr que c'est pas le meilleur scénario pour lui. Mais en même temps, on partait sur un projet sans en savoir les coûts. Ça aurait pu monter à 12 milliards, on le sait pas, sans savoir si la Ville pouvait le réaliser, sans savoir non plus si ça répondait à un vrai problème à Québec, parce qu'il y en a qui se posent la question. Il y en a eu pas mal, là, des études à un moment donné. Moi, c'est ça. Moi, je pense aucune jonction de la Rive-Sud de Québec. Il n'y avait aucun lien. Le problème de Lévis et de la Rive-Sud restait entier, même après 12 milliards de dollars. C'est peut-être pas mauvais de réfléchir à s'il n'y a pas moyen d'intégrer tout ça de manière moins coûteuse. Sauf que le problème, c'est qu'on est toujours à réfléchir pour trouver le meilleur projet, le plus parfait, qui fait le plus plaisir à tout le monde, qui fait le plus consensus. Fait que là, on retourne à la table à dessin tout le temps, puis on tourne en rond. Et je pense que c'est ça, à la longue, qui plombe toute la capacité de réaliser des projets, parce qu'au lieu de faire le meilleur projet dans les circonstances X, on cherche toujours le projet parfait qui n'existe pas, puis on finit par toujours retourner à la case des Et pendant ce temps-là, Paul, j'entendais Elsie Lefebvre dans ton émission tout à l'heure qui donnait, qui faisait la nomenclature des villes où on en a fait. Des tramways, ça n'a pas pris trop de temps. À Waterloo, en Ontario, une ville de 150 000 habitants. Mais je lui posais la question, est-ce qu'il faut absolument un tramway pour être heureux dans une ville? Mais pour le bien marchand, c'est un dur lendemain de veille. Hein? Son désir nommé tramway risque d'être... Et soyez heureux tous les trois. On se retrouve dans une semaine. Au revoir. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. C'est ce qui complète notre émission de ce jour. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain.